documentaire de la mise à mort de la culture africaine, des cultures africaines. Je ne parle pas de la culture. C'était un acte politique qui est mené à une manière de dessiner une population par l'objet. L'objet n'existe pas, les rituels n'existent pas, les fêtes n'existent pas, les danses n'existent pas, et nous étions rhabillés par une culture étrangère, que ce soit le vestimentaire, que ce soit le langage. Je ne suis pas en train de critiquer, je suis juste en train de faire une description comme sociologue. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé à Casa. La ville, c'est la ville française. Le Choubous, c'est pour les notables marocains. Vous savez, c'est très important lorsqu'à Casa on dit je vais en ville, ça veut dire on va aller dans les grands boulevards. Et on doit, les gens s'habiller correctement pour y aller. Si vous voyez les photos, ce n'était pas les photos des Marocains de tous les jours. C'était les jours de samedi ou dimanche. Mais dans tous les cas, on s'est retrouvés un peu piétinés, occultés, déracinés de tout. Il n'y avait plus d'objets, il n'y avait plus de chant, il n'y avait plus de danse. Pour être civilisé, il faut devenir l'homme blanc. Je vous déconseille de devenir l'homme blanc. L'homme blanc, ce n'est pas la couleur, c'est l'Europe, c'est vraiment les pays colonisés. Et là, je vais arriver à une c'est que cette colonisation, ce n'est pas seulement, elle a racisé l'homme, mais l'objet aussi. Et là, qu'est-ce que ça veut dire cette racialisation? C'est que l'objet est devenu noble, médiocre, sous-développé, un peuple arriéré, un objet des indigènes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous sommes de retour, on s'est approprié cette forme de racialisation qui était procédée par les Européens, les colons. Au Maroc, nous étions fragmentés autant que population, et je suis sûre qu'en Afrique, c'était encore pire. C'est que tout d'un coup, il y avait un peuple marocain, et nous sommes devenus des Aroubis, des Chouh et des Fessi. Et les Aroubis qui étaient des gens révoltés, là, ça veut dire les Arabes en tout cas, mais Aroubi, c'est une manière de racialisation, les noms cultivés. Mais parce que cette population, c'était presque une population nomade, et c'était des guerriers. Et aussi, ils ont rendu leur patrimoine des folklores. Lorsqu'on va dans les Moussem, et lorsqu'il y a Traorida, c'était des guerriers, ce n'est pas un folklore, c'était de la guerre, c'était pour se défendre. Et bien sûr, il y avait une fermeture totale sur le côté chinois à l'Asie, parce que c'était les pires résistants opposants à la colonisation. Et il y avait une culture de centre qui a émergé, et c'était la culture des Fessi. Je n'ai absolument rien compris, les Fessi, c'est une histoire. Et du coup, on s'est approprié encore une fois une culture qui ne nous appartient pas. Et on s'est retrouvé à dévaloriser tout l'ensemble des objets, avec leur fonction, avec leur symbolisme, avec tout ce qu'il faut. Je dirais après les recommandations. Parce que sincèrement, j'ai beaucoup de choses encore à dire. Mais c'est ça, ça veut dire ma question à la fin. Comment faire à travers les objets, nos propres objets, que j'arrive pas devant un tissu, et je ne sais même pas ça sert à quoi. Est-ce que c'est pour les mariages? Est-ce que pour la vie quotidienne? Ce bijou retrace quoi? Ça veut dire, c'est ça ce que moi j'ai, en tout cas si j'ai quelque chose qui a besoin, c'est qu'on met des mots sur les choses, sur les objets, sur tout ce qui est autour de nous, et comme ça je ne me sentirai pas étrangère par rapport à un objet qui fait partie d'abord de mon histoire marocaine et de mon histoire africaine. Et merci. Vraiment l'importance de communiquer sur les cultures pour pouvoir transmettre. Imaginez-vous ce téléphone dans, je ne sais pas, ça ne fait pas partie de ma culture, mais c'est juste un exemple, dans 300 ans, on le place quelque part, et il n'y a rien pour dire que c'était un téléphone qui servait à communiquer. On sera vraiment perdu. En tout cas, merci, parce que c'est un risque auquel aussi notre culture est confrontée. Et donc, nous allons parler maintenant du rôle des femmes en tant que vectrices, en tout cas, de transmission de cette culture
Et je vais donner la parole à Madame Naïma Kochi, qui va vous en parler. La parole. Merci. En fait, ma présentation, c'est d'abord les défis. Et comme moi, je travaille sur les conflits et la prévention des conflits, donc j'ai pensé partager avec vous aussi les menaces au patrimoine, les conflits comme menaces, et comment les femmes jouent un rôle important justement pour atténuer ces menaces. Malheureusement, le continent africain est un continent où nous avons beaucoup de conflits armés. Et quand les bombes tombent, elles ne tuent pas simplement des vies humaines, elles détruisent aussi des monuments millénaires. Et certains, malheureusement, sont perdus à tout jamais parce qu'il est quasiment impossible de les reconstruire en l'état actuel. Et donc ça, c'est une perte d'autant plus importante que parfois cette instabilité étatique et ce manque de moyens fait que c'est quasiment impossible de les reconstruire. Et ce patrimoine matériel, c'est aussi notre identité. Parce que comme Madame vient de le dire, les humains restent, mais le patrimoine matériel, les objets restent. Mais quand ils sont détruits, c'est aussi une partie de notre histoire qui part avec. Donc c'est pour ça que je voulais aussi insister dans les défis sur les conflits. Donc il y a les conflits, il y a aussi les pillages lors des conflits. Les pillages des œuvres d'art, on l'a vu dans tous les coins du monde, au Moyen-Orient, en Irak, en Afrique. Et le premier pillage, c'était aussi une violence, c'est la colonisation. Je crois que la grande majorité des œuvres d'art africaines sont dans les musées occidentaux. Et donc là, heureusement, les États africains commencent à demander la restitution, mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'ils devraient récupérer. Donc le pillage, les destructions par les guerres. Il y a aussi malheureusement maintenant avec les catastrophes naturelles, on l'a vu récemment avec le tremblement de terre Hill House, avec le symbole de cette mosquée centenaire qui est tombée. On l'a vu aussi en Libye avec les inondations, donc les changements climatiques. Donc tout ça, c'est des menaces qui pèsent aussi sur notre patrimoine culturel. Et malheureusement, c'est une menace avec les changements climatiques qui va devenir de plus en plus important, c'est-à-dire une déperdition. Il y a aussi, avec le changement climatique, la dépopulation de certains villages. Par exemple, il y a des villages dans le sud, moi je suis originaire de la région de Saint-Philens, où les gens partent parce qu'il n'y a pas de travail, et qui départent, c'est-à-dire des maisons, par exemple de grands-parents qui sont vides et qui tombent en ruine. Et donc tout ça, c'est, dans les recommandations, c'est comment sauvegarder. Il y a des politiques publiques de reconstruction, par exemple, de certains psaumes, mais c'est insuffisant par rapport à la déperdition. Et moi-même, quand je vais dans mon village natal, ça me fait de la peine de voir que moi je suis de la Zaouia Nasseria, et de voir les petites Zaouia anciennes sont perdues parce qu'il n'y a plus personne. Donc ça aussi, c'est une menace, c'est-à-dire toutes les changements climatiques, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles sont aussi une menace pour notre identité. Pour ça, il y a, Monsieur Sconti l'avait rappelé, il y a des conventions internationales de protection, notamment pour les conflits armés. Il y a celle de 54, qui est la première et la plus complète des conventions, qui demande justement aux États la protection du patrimoine, même dans les conflits armés. Donc, il y a aussi des fonds de reconstruction, notamment le plus important et le plus récent, celui d'Abu Dhabi en 2016, qui permet justement d'aider les pays à la reconstruction. Mais si cette menace elle est indépendante et on l'a subie, il y a aussi une menace que je vois sur le terrain, parce que je travaille justement sur beaucoup de pays qui sont en conflit, c'est-à-dire les menaces humaines, le fanatisme, la radicalisation. Et je suis sûre que pour symboliser cette menace, vous vous souvenez tous de la destruction des Bouddhas en Afghanistan, et puisque nous sommes en Afrique, les mausolées, les tombeaux de Tombouctou, qui ont été détruits par un mouvement religieux, donc radicalisé. Et on le voit aussi ce phénomène de ces mouvements radicaux, des fois sortis juste de groupuscules, et qui interdisent un certain nombre de traditions, de pratiques festives, au prétexte que c'est interdit. C'est bid'a, c'est interdit, on ne doit pas faire ça. Et même, par exemple, nous, au sein de notre tribu, on avait un certain nombre de manifestations qui disparaissent parce que maintenant, quelqu'un, je ne sais pas qui, un jour s'est réveillé en disant non, ça c'est interdit par l'islam, c'est pas bien. Mais toutes ces pratiques, des fois de chaque tribu, moi je suis de la région de Saint-Philens, on a vraiment une richesse culturelle et qui était respectée, qui faisait justement la diversité de la région,
mais qui commencent, certaines sont perdues parce qu'il y a l'abandon, l'uniformisation, mais aussi la déperdition, et puis certains de ce fanatisme, cette religieux qui dit non, ça maintenant il faut plus le célébrer. Donc, et justement, ce qui est intéressant après la destruction des tombeaux de Tombouctou, c'est la Cour pénale internationale. Le Mali a saisi la Cour pénale, et maintenant la destruction du patrimoine même matériel est reconnue comme arme de guerre. Et ça, c'est important. Et le Mali a reçu un dédommagement symbolique avec l'UNESCO, mais c'est vraiment pour marquer, et ça c'est important, c'est une étape supplémentaire pour marquer que la destruction ciblée des œuvres d'art, du patrimoine est une arme de guerre. Il y a aussi la culture est une source de conflit. Une source de conflit dans la mesure, par exemple, au sein de, je l'ai vu dans beaucoup de pays aussi africains, on stigmatise certaines minorités, on essaye de supprimer leur culture pour la domination, et qui peut conduire à des guerres, à des conflits. Donc ça aussi, c'est une espèce de violence qui est faite sur les cultures. Quelle est la culture finalement la mieux? Culture dominante sur les minorités, que ce soit les pratiques ou la religion. Donc on voit aussi toutes ces menaces sur le terrain, comment les menaces aussi, le fanatisme, ou la domination, l'envie d'un groupe, parce qu'il est au pouvoir politique, veut imposer sa culture au reste de la population. Et le rejet, évidemment, des populations, parfois qui se disent minoritaires, de ne pas accepter que leur culture ne soit pas représentée, conduisent à des conflits. Par exemple, quand j'étais au Soudan, on a vu, par exemple, cette domination musulmane au nord et animiste au sud, a conduit même à la partition du pays en deux. Donc parfois, ça peut aboutir à des conflits armés. Il y a la mondialisation, avec l'uniformisation de la culture et de la culture dominante occidentalisée. Partout dans le monde, même au fin fond d'un petit village africain, ils connaissent McDonald's, ils connaissent le mode de vie américain. Mais combien de cultures africaines, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sont connues en Occident? Et il y a aussi des menaces, c'est les stéréotypes. Par exemple, si vous regardez les médias, on avait organisé il y a 2 ans justement la représentativité des femmes africaines dans les médias occidentaux et les stéréotypes. Comment les femmes africaines sont représentées dans les films, dans les médias, nos cultures, de façon péjorative. Parce que malheureusement, c'est des productions, c'est des pays qui ont les moyens de la production, donc ils ont une certaine domination. Et ces stéréotypes conduisent parfois justement à la stigmatisation, et arrive un moment donné où les gens qui sont stigmatisés se révoltent en disant non, c'est caricatural, ce n'est pas moi, notre culture ne se résume pas à ça. Par exemple, il y a des cultures, on les représente par des danses. Mais non, c'est pas juste, c'est pas parce que cette danse est connue qu'elle est représentative d'une région ou d'une culture. Ou alors d'une femme avec, par exemple, plein d'enfants ou qui porte. Non, c'est juste. Mais c'est caricatural. Et malheureusement, cette image qui est perpétuée dans les médias a une incidence. Par exemple, je le vois dans les pays occidentaux auprès de la diaspora, auprès des jeunes qui sont, parce qu'on les a privés de la réalité de leur culture, voient cette image négative et ils ont une certaine, des fois, honte de s'affirmer en tant qu'originaire des pays africains. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais, lors de la semaine africaine à l'UNESCO, et donc j'avais fait une conférence sur le leadership des femmes africaines. Et il y a une jeune fille, elle est venue et elle me dit, c'est la première fois que j'entends qu'on dise d'autant de choses positives sur les femmes africaines. Et ça m'avait marqué et on a décidé d'ouvrir une section à Paris, justement, travailler avec la diaspora et les enfants de la diaspora pour leur redonner la fierté de leurs origines, de célébrer avec fierté leur culture. Moi, par exemple, si je travaille à l'international et j'ai jamais eu de soucis, c'est parce que justement, je suis originaire d'une région qui est très riche au niveau de sa diversité, la région de Tarantafilet. Chaque 100 km, nous avons une diversité linguistique, une diversité de vestimentaire, de coutumes, mais enfant, j'ai baigné dans cette diversité. Donc pour moi, même après quand je suis allée en Europe, aux États-Unis, je n'ai jamais pensé qu'une culture était supérieure à l'autre. Parce que les Occidentaux essayent de toujours me dire leur société, culture occidentale est supérieure aux cultures africaines. Et c'est ça qui est important, et je suis heureuse qu'on est dans la Fondation pour l'éducation, c'est justement d'éduquer nos enfants en leur disant non, il n'y a pas de culture supérieure à l'autre. Les cultures sont différentes, mais il n'y en a aucune qui est différente. Et c'est ça, j'ai eu la chance d'avoir été éduquée dans cette fierté de nos cultures, qui m'a permis ensuite d'aller partout où je vais et jamais de dire ah, ceux-là, ils sont mieux que moi. Mais ils sont différents, mais ma culture
est aussi importante. Et donc, face à ces différentes menaces, à la fois, et je vais conclure justement sur le rôle des femmes, à ces menaces à la fois de destruction, d'abandon du patrimoine, ou de radicalisation de stéréotypes, c'est là où on voit le rôle fondamental des femmes dans la transmission de la culture. Déjà parce que les femmes, c'est elles qui éduquent les enfants, c'est elles qui sont à la maison. Et par exemple, quand les fêtes arrivent, à l'Aïd, à Ashura ou des fêtes d'autres pays africains, c'est la maman qui prépare les repas. Et en préparant même les objets, c'est elle qui explique l'usage de cet objet, son histoire. Donc les femmes, on voit vraiment le rôle important qu'elles ont dans la transmission de cette culture, surtout qu'en Afrique, on est la majorité, c'est une société matriarcale où les femmes ont un rôle important dans la transmission et dans la protection. Et ce rôle-là aussi est important dans la diaspora, parce que là, c'est la journée africaine, mais aussi des afrodescendants. C'est-à-dire de voir aussi que la diaspora, grâce aux femmes, aux mamans, la culture africaine, elle est dans les 5 continents, elle n'est pas perdue. Mais ce qui manque, c'est la visibilité. Et c'est pour ça que nous, au sein de l'Africa Women's Forum, nous avons lancé ce forum, justement pour rendre visible en 2014 les bonnes pratiques, les expertises africaines dans tous les domaines. Aujourd'hui, on parle de culture, mais on peut parler de politique. Il y a un leadership, il y a aussi de bonnes pratiques en Afrique, et c'est là où les femmes peuvent jouer un rôle important. Dans la paix, par exemple, la culture défense est utilisée par du fanatisme pour diviser les populations. Et les femmes, on le voit, justement, sont des facteurs de paix. Les femmes vont utiliser la culture pour, au contraire, établir la paix. Et parfois, on le voit dans certains pays où je suis allée aussi en conflit, où les femmes ont imposé le respect des traditions de l'autre communauté de leur village, c'est-à-dire du groupe communautaire, le droit de célébrer, par exemple, dans un pays musulman, pour les chrétiens, de célébrer Noël. Et là, les femmes, justement, et c'est pour ça qu'on travaille, j'ai une collègue ici avec moi sur les femmes, la paix et la sécurité, justement sur le rôle important dans la médiation culturelle, dans la préservation, justement, de la stabilité de la paix et de la culture. Justement, c'est un facteur qui permet, si on l'utilise de façon positive, qui permet la paix et la stabilité. Donc en fait, c'est un peu ça que je voulais dans les défis, que je voulais vous montrer, c'est-à-dire il faut vraiment, nous, qu'on est dans les moyens, c'est comment, certains pays, malheureusement, c'est comment préserver, comment protéger. Malheureusement, certains pays n'ont pas les moyens, les capacités de la reconstruction, mais aussi de la diffusion. Il y a du cinéma, la culture, donc il est aussi important, par exemple, j'ai regardé, le PIB en Europe, la culture représente un chiffre important. Mais moi, je n'ai pas trouvé combien représente la culture dans le PIB des États africains. Parce que malheureusement, encore beaucoup de pays ne prennent pas en considération suffisamment l'apport de la culture dans l'économie de nos continents. Donc il faudrait commencer justement à valoriser et en faire une partie intégrante justement de ça. Et je pense que les femmes, parce qu'elles sont sur le terrain, parce que même par exemple dans l'abandon, certains, vous voyez dans les villages, il n'y a plus d'hommes, ils sont partis à l'étranger travailler, les femmes restent. Donc c'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur la thématique des femmes, pour justement mettre en valeur, mettre en avant, dans toutes les situations, comment les femmes peuvent jouer un rôle important. Et il est essentiel justement de valoriser et de mettre plus de visibilité sur leur travail. Et je vous remercie. Merci. Merci Madame Kochi, qui nous a parlé des menaces auxquelles la culture africaine est confrontée. Elle parlait justement de la mondialisation qui est rendue aussi possible par tout ce qui est technologique. Mais on va parler dans le deuxième panel de comment on pourrait plutôt tirer parti de ces technologies. Parce qu'elle peut être une menace, elle peut être un danger, mais on peut également en tirer parti pour préserver nos cultures. Et c'est ce que nous allons voir avec M. Ababakar Badian. Et puis je donne la parole pour son intervention rapide. Merci. Chers invités, bonsoir, assalamu alaikum. Bonjour. Nous sommes venus. Pardon? Asumai. Alors, nous tenons à dire un peu à tout le monde et remercions les organisateurs de cet événement et nous saluons effectivement la prise en compte de cette journée comme une journée de célébration de la culture africaine que l'UNESCO a décrétée. Avant juste de plonger dans mon intervention, j'ai vu hier une information qui est passée sur les réseaux sociaux
Apple, une marque américaine qui fabrique donc des téléphones, des montres, etc., a fait une mise à jour de son système des smartwatches, donc le système qui est intégré au watch. Et quelle était la nouveauté dans cette mise à jour? C'est une nouvelle décoration qui célébrait des cultures noires. C'est ce que Apple a écrit dans la description de la mise à jour système de la montre. Donc, aux États-Unis, à une partie du monde occidental, on pense encore que cette journée est la célébration des cultures noires, pas africaines. Et juste pour confirmer qu'ils ne font pas encore la distinction, voilà. Moi-même, en sortie de gare, à Casablanca, un jour, une dame marocaine est venue me regarder et me dire bonjour monsieur, vous êtes africain? J'ai été choqué, j'ai souri, mais en même temps, je me suis posé beaucoup de questions. Et effectivement, je l'ai entendu plusieurs fois dans des interventions précédentes. Certains Marocains oublient parfois que le Maroc fait partie de l'Afrique. Donc, ça me permet de venir à mon sujet. Donc, je me présente, je suis Ababacar Badiane d'origine du Sénégal. Je suis entrepreneur, je suis designer, je suis producteur, je touche à beaucoup de choses comme ce qu'on a l'habitude de faire en Afrique, on touche à beaucoup de choses. C'est tout simplement ancré en nous. Et ça me permet un peu aussi d'introduire les sujets desquels je vais parler. Parce que, étant designer, je travaille principalement dans l'architecture. Mais ma formation de base qui m'a permis de le faire est industrielle. Étant producteur, je travaille dans le cinéma et dans les contenus audiovisuels. Donc ça me permet aussi de pouvoir parler des ICC sur cet axe-là. Et j'ai une troisième boîte qui est une start-up qui travaille dans les solutions interactives, donc la réalité virtuelle augmentée et tout ce qui est métaverse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du concept de métaverse, mais qui touche au digital en général en termes de solutions technologiques. Donc ces trois entreprises aujourd'hui ont une quatrième indépendante qui est une école simplement qui enseigne ces trois choses que je viens de dire. Donc les ICC c'est quoi? C'est les industries culturelles et créatives qui sont décrites comme un ensemble d'activités artistiques ou culturelles qui généralement sont conçues comme des contenus de divertissement dans le monde, un peu partout, mais qui au fur et à mesure ont été plus ou moins prises au sérieux par les économies des grands États. Et la co-panéliste qui est passée juste avant la soulever, nous pensons moins à l'impact des ICC sur des cultures, en général de la culture, mais je parle des ICC puisque je me concentre là-dessus, par rapport à l'économie. Aujourd'hui, on a parlé des problèmes d'activité économique dans les zones rurales, on a parlé du problème d'acculturation, puisque justement, quand il y a la migration des populations qui partent avec leur culture, mais dont les descendants vont aussi perdre cette culture-là, il y a nécessairement ces transitions qui s'opèrent, et que dans le temps, lentement mais sûrement, les cultures s'opèrent, et qu'aujourd'hui, les ICC commencent à devenir un facteur de développement. Donc, même en réponse à la question comment ramener ces populations vers leur terroir, il faudrait que ces cultures puissent, ces activités, en fait, ces industries culturelles et créatives, puissent aujourd'hui être porteurs de développement. Pour cela, il y a énormément de possibilités qu'offre aujourd'hui le digital, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, quand on parle des ICC, je vais juste donner quelques chiffres afin de pouvoir donner le tableau général de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. L'Afrique représente, d'après une étude récente de 2021 de la francophonie, représente 3% des ventes mondiales dans les industries culturelles et créatives. 3%, j'ai bien dit. Et on parle de toute l'Afrique et le Moyen-Orient. Combinés, représente 3% des ventes donc, dans les industries culturelles. Et ICC, entendez bien, cinéma, bande dessinée, jeux vidéo, tous les contenus de divertissement numérique, plus tous les contenus des arts vivants, tous combinés, l'Afrique représente, plus le Moyen-Orient évidemment, représente 3% des ventes dans le monde. Vous voyez ce que ça représente un peu en termes de disparité par rapport au monde dans le cadre des ICC. Et pourtant, les ICC aujourd'hui connaissent un vecteur principal de diffusion qui est le digital. Les smartphones, la télévision au départ bien évidemment, mais l'informatique a permis
bien d'autres moyens de diffusion à travers Internet, donc les smartphones, les ordinateurs et toutes les technologies qui en découlent. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a plus d'1 milliard de personnes qui vivent dans un foyer abonné à un service de vidéo à la demande, juste à titre d'exemple. Nous avons 61% donc, du streaming Internet, donc de trafic Internet mondial. 61% de ce trafic aujourd'hui est simplement dédié à la vidéo, à la consommation de vidéo. Donc 50% c'est le pourcentage du numérique sur les revenus de la musique enregistrée. Juste pour donner quelques exemples. 500 heures de vidéos sont téléversées chaque minute sur YouTube. J'ai bien dit 500 heures chaque minute. Il y a 3 milliards de joueurs de jeux vidéo en 2023. Il y a 345 millions d'utilisateurs actifs par mois sur Spotify. Il y a 62% de la consommation numérique mondiale des séries originales qui sont sur Netflix. Ce que je viens de dire résume un peu quelques-uns des propos qui ont été avancés plus tôt, sachant que l'industrie musicale, l'industrie du cinéma, l'industrie des arts vivants, justement, connaissent cette disparité, tout simplement parce que la production vient généralement des pays occidentaux. La capacité de production vient des pays occidentaux. Si je viens à la partie digitale, c'est pour ça que je vais me concentrer sur des recommandations et sur des solutions. Moi, mon plaidoyer, il va dans le sens de faire comprendre que ces technologies que nous pensons inaccessibles ou coûteuses ou bien difficilement adaptables aux contenus éducatifs locaux, nous nous trompons. Aujourd'hui, il a été facile pour tout le monde, quand il était nécessaire, de prendre son téléphone, d'apprendre à communiquer avec. WhatsApp est venu et a changé notre mode de communication. On est passé des téléboutiques à Viber, etc., jusqu'à arriver à WhatsApp, à Telegram et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, pour ceux qui voudront me dire que dans des villages, il y en a qui ne connaissent pas les smartphones, je suis désolé. Quand il y a eu des conflits récemment, enfin il y a quelques mois au Sénégal, on se retrouvait dans des villages où des personnes qui sont plus ou moins analphabètes, comme on les appelle, c'est caricatural, mais c'est comme ça quand même qu'on les qualifie au niveau de leur capacité à lire, tout simplement. Ces personnes connaissent des VPN. Les VPN, c'est des systèmes qui permettent de naviguer sur Internet de façon anonyme. Vous allez dans un village, vous avez quelqu'un qui a un smartphone, qui ne sait pas lire et qui sait utiliser un VPN. Donc, il s'est passé inaperçu sur Internet. Et vous voudrez me dire que à ce moment-là, le digital pourrait être inaccessible à ces populations, mais non, ce n'est absolument pas le cas. C'est une question de volonté. Quand la motivation du divertissement est là, chacun sait utiliser son smartphone, chacun sait lire de la musique, chacun sait regarder un film, etc. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe dans le digital, j'aimerais bien pouvoir le montrer, il est devenu possible et accessible, en fait, d'intégrer ces technologies au potentiel de la valorisation de la culture et à la préservation du patrimoine. Je vais juste donner quelques exemples. Il y a une technologie récente qui s'appelle la photogrammétrie. Elle n'est pas si récente que ça, mais à l'époque, elle était très coûteuse et très complexe. Google, l'entreprise Google, faisait le tour de plusieurs rues ou plusieurs zones en Afrique, enfin, dans le monde en général, avec des caméras très sophistiquées, un véhicule avec la marque Google, peut-être que vous l'avez déjà vu, qui tournait dans les rues entre 2010 et 2015, en Afrique entre 2010 et 2015, avant 2010 aux États-Unis et en Europe en général. Ces véhicules faisaient une capture à 360 qui permet aujourd'hui de naviguer dans des rues numériquement. Donc, vous voyez une rue sur la carte donc, de Google Maps, il vous est possible de descendre à hauteur d'homme et de visiter cette rue comme si vous y étiez réellement. Cette projection était une technologie très coûteuse, mais aujourd'hui elle est accessible avec ça. Chacun d'entre nous, au moins 60% de la salle, a un smartphone et est capable de réaliser ce type d'opération, c'est-à-dire de capturer en 360 un environnement et de le numériser et de le placer sur une plateforme pour accessibilité. Si on me demande à quoi ça peut servir pour la culture, j'ai une réponse très simple. Cette mosquée qui malheureusement a disparu pendant ce tremblement de terre est un exemple. La préservation du patrimoine matériel aujourd'hui peut se faire par le digital dans ces outils-là. Parce qu'on peut maintenant scanner ces objets, ces bâtiments,